Bonjour et bienvenue sur Indie Maker. Dans ce podcast, j'échange avec des makers qui ont su transformer leurs idées en business florissant. Au-delà de leur success story, nous allons décrypter leur histoire, leur stratégie et leurs challenges. Tout cela afin de comprendre comment ils ont réussi à devenir profitables. J'interroge différents types de makers, des novices, des aguerris, toujours dans le but de comprendre comment ils se sont lancés et comment ils ont rendu leur business périn. Qui que vous soyez, dans ce podcast, vous apprendra à devenir un indie maker. Et le tout sans se prendre au sérieux. Aujourd'hui, on est en présence de Benoît Dubos. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Salut. Salut. Du coup, Benoît, si tu devais résumer ton parcours en 2-3 phrases, et ce que tu fais maintenant, comment tu te présenterais ? Alors, salut à tous. Alors moi, je m'appelle Benoît. Je suis cofondateur de Groovester. Alors à la base, nous, on est une agence qui fait de ce qu'on appelle de l'outbound marketing. Donc en gros, on automatise les actions de prospection pour nos clients. On a deux façons de travailler. Donc la première, c'est comme je te l'ai dit, l'agence. C'est nous qui nous occupons de tout ça pour nos clients. Et la deuxième, c'est une partie éducation avec des cursus sous forme de bootcamp où on forme à nos méthodes de façon très opérationnelle sur une journée. Et l'objectif, c'est que les participants repartent avec tout ce qu'il faut, leur campagne et leur rendez-vous le jour même. Donc c'est des programmes très intenses. Et voilà. Donc aujourd'hui, on se concentre sur ces deux tableaux et on se spécialise vraiment sur l'outbound. Voilà. Pour te résumer un petit peu. Ok. Du coup, actuellement, t'as pas de projet donc qui font à proprement parler du MRR. T'as un côté agence où tu bosses avec des clients, je suppose réguliers, et le côté formation. Quand on s'était appelé la première fois ensemble, j'avais trouvé intéressant ton point de vue sur le fait de pas forcément vouloir faire du revenu récurrent maintenant, parce que par exemple tu pourrais vouloir faire une école en ligne de growth et d'outbound. Et du coup, est-ce que tu peux me reparler un peu de ça et pourquoi vous avez choisi de plutôt passer par de la formation en physique plutôt que de faire du en ligne et d'essayer d'automatiser ça? Ouais, bien sûr. Alors, déjà, il y a une partie, pour clarifier un petit peu, nous, on a une partie en ligne. Donc, le bootcamp est constitué en premier lieu d'une partie e-learning, donc on appelle l'académie. Et l'académie, c'est quoi ? C'est des cours en libre accès. Donc complètement gratuit, sur lequel on permet aux participants ou aux non-participants, donc les gens qui se renseignent, etc., ou qui veulent monter en compétences de leur côté, de se former. Donc ça, c'est vraiment un parti pris de mettre toute cette partie, de tout cet accès, tout ça en accès gratuit, parce que justement, nous, on estime que le présentiel reste la meilleure approche pour monter en compétences. On voulait dénoter un petit peu justement des formations en ligne. Et en fait, nous, ce qui est intéressant avec la notion de MRR, c'est que on a très vite essayé de, on va dire entre guillemets, sassifier un petit peu notre business model sur l'agence avec justement du récurrent, avec un modèle en membership et une souscription mensuelle. Et on s'est rendu compte en fait que ça créait beaucoup de friction au niveau des clients qui avaient un peu du mal à rationaliser de mois en mois les actions réalisées, parce que forcément il y a des actions, des campagnes par exemple qui vont s'étendre sur 3 semaines et d'autres qui vont s'étendre sur 5 ou 6 semaines avec forcément des périodes de creux, etc., ce qui est tout à fait normal. Et ça crée une difficulté pour les clients pour rationaliser vraiment ce modèle mensuel par mensualité. Et en fait, du coup, ce qu'on a fait maintenant, c'est qu'on a arrêté ce modèle-là qui de fait était pas adapté pour nous, et on est parti sur un modèle à la campagne. Donc maintenant, les participants payent, enfin les clients payent au sprint, tout simplement. Et on s'est rendu compte que ça avait un impact mais de fou sur la rétention, parce que là les clients rationalisent vraiment en fait le travail fourni, et donc au final peuvent se concentrer pleinement sur la qualité de notre prestat, quoi, tu vois. Et du coup en fait nous on a vraiment pris le parti d'oublier cette notion de MRR et d'en faire un corollaire plus qu'une fin en soi, tu vois. Et au final, ça a plutôt tendance à nous réussir. Après, la différence, c'est que nous, effectivement, on n'est pas sur un SaaS, on n'est pas sur un truc 100% scalable, même si on a vocation à scaler de plus en plus ce modèle agence. Mais en tout cas, on voit vraiment qu'il y a un récurrent malgré tout, quoi. Voilà. Ok. Ça me fait penser un peu à la notion de The Family qu'ils ont sorti il y a pas longtemps, une formation là-dessus sur Everyone Can Scale.
et de trouver Ouais. du scale en fait là où tu fais potentiellement pas quelque chose de scalable, mais d'arriver à scaler l'effort d'une certaine manière. Et je trouve que ton approche fait penser à ça, parce qu'au final, tu vas faire quand même du revenu récurrent sur tes clients, comme tu dis, puisqu'ils reviennent. Mais en fait, tu les attaches pas dans un abonnement qui, au final, leur faisait perdre la valeur, la vision de la valeur de ce que tu produis. Exactement. En fait, on s'est rendu compte que on avait beaucoup plus d'intérêt à se concentrer avant tout sur la satisfaction des clients, donc leur apporter un maximum de valeur et à faire en sorte qu'ils en aient autant pour leur argent que possible, plutôt que justement, comme tu le dis très bien, essayer de les cloisonner dans un modèle et d'essayer un peu, on va dire, de les conditionner, de les faire rentrer dans un moule. On s'est rendu, enfin, le client de toute façon va rester quoi qu'il arrive s'il est satisfait. Et on s'est rendu compte que, en tout cas dans un modèle agence comme ça, la seule variable qui va faire que ton client va rester ou pas, ça va être son degré de satisfaction par rapport à ton travail, tout simplement. Et peu importe le modèle, etc. Parce que le client, tu peux le signer. Je pense que c'est la même chose pour un SaaS. Hein. Le client, tu peux le signer sur, tu peux le clier sur un retainer sur 6 mois. Si les 2 premiers mois il est pas satisfait de ton travail, il va arrêter quoi qu'il arrive. Peu importe les clauses du contrat qu'il a signé. Et donc on s'est dit, ok, là on se concentre là-dessus, on fait en sorte d'envoyer du bois à chaque campagne, de faire notre maximum, que tout le monde soit le plus content possible, et on verra, et ça porte vraiment ses fruits aujourd'hui, et on commence à avoir des clients qui pour le coup, parce qu'ils sont contents là, déjà nous recommandent, donc pour la notion de referral, franchement ça prend, et deuxièmement, on commence à avoir des clients qui abordent eux-mêmes spontanément l'idée d'un retainer annuel par exemple pour pouvoir eux étaler leurs coûts, etc., parce qu'ils se projettent déjà avec nous sur 1 an quoi, et sans que nous-mêmes on vienne en parler avec eux et leur suggérer l'idée. Donc on s'est rendu compte que vraiment laisser le champ libre et se concentrer sur le cœur du truc, c'est-à-dire la satisfaction du client et faire bien notre travail, en fait, ça a vraiment changé le paradigme et ça a changé la façon dont on collaborait avec eux. Ça réduit toutes les frictions en fait. Voilà. Ok. Alors j'aimerais revenir sur un truc. Tout à l'heure, t'as dit que même si vous sassifiez pas en abonnement votre modèle, tu faisais quand même des choses pour automatiser. J'aimerais savoir un peu qu'est-ce que t'as fait dans Growsters pour que ça t'amène plus de clients et que ils reviennent. Quel genre d'automatisation tu fais? Là du coup on parle de la partie vraiment acquisition, c'est ça? Comment on fait nous pour trouver nos Ouais. Alors du coup nous on a différents canaux, à savoir que nous à la base, enfin notre métier c'est l'acquisition justement, donc c'est de générer des leads B2B. Donc forcément on pratique ce que l'on prêche. Donc nos 100 premiers clients typiquement, quasiment on est allé les chercher avec nos méthodes. Donc principalement avec LinkedIn, on a fait très peu d'email outreach, donc on a envoyé très peu d'emails de campagnes d'email. C'est une de nos expertises, mais LinkedIn nous suffisait largement en tout cas pour atteindre nos 100 premiers clients. Et du coup c'était vraiment de l'outreach pur, donc on envoyait des campagnes avec des relances automatisées, etc. Et vu qu'on sait ce qu'on fait, on avait de bons résultats. Donc ça c'était ça c'est le premier canal qui fonctionne toujours aujourd'hui et qu'on a scalé sur plusieurs comptes. Là et ensuite on a mis en place 2 autres canaux aujourd'hui. Donc le deuxième c'est l'académie. Donc l'académie dont je t'ai parlé, donc avec les cours en ligne, la partie vraiment e-learning. Et en fait, on l'a laissé en libre accès, non seulement pour nos participants, et deuxièmement parce que ça nous fait un canal d'acquisition en fait. Et on approche des 2500 inscrits là depuis septembre. Donc ça grossit vraiment vite. Il y a beaucoup d'organique et on observe une belle rétention dessus. Et après, nous, on a mis en place tout ce qu'il fallait à l'intérieur avec une campagne de cold outreach qui vient recontacter les gens et qui les fait rentrer dans une boucle pour les réorienter vers le bootcamp, etc. Et la prochaine étape là-dessus, c'est du retargeting, etc. Tu vois, enfin voilà, on est en train d'échafauder le truc petit à petit. Donc là, l'académie, c'est vraiment un des axes principaux au niveau de l'acquisition. Et le troisième, et ça c'est peut-être un truc dont on va parler un peu plus, c'est le contenu sur LinkedIn.
parce qu'on s'est rendu compte que, enfin, on a élaboré une méthode qui nous permet d'avoir une grosse portée organique sur LinkedIn. Donc, je poste toutes les semaines sur mon compte perso du contenu et ça me permet de générer très rapidement beaucoup de leads, une grosse visibilité et aujourd'hui c'est un gros vecteur de croissance et ça génère beaucoup de leads entrants aussi. Voilà. Donc, on a vraiment ces 3 axes là aujourd'hui et puis on a le referral. Et le bouche à oreille qui commence à vraiment prendre et qui est en train là de devenir vraiment un 4e axe de croissance aussi. Voilà. Donc pour te cartographier un petit peu notre acquisition, comment ça se passe quoi. D'accord. Alors du coup j'aimerais revenir sur le dernier point sur LinkedIn. Est-ce que tu peux nous parler plus en détail de qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ta méthodologie pour que ça te ramène beaucoup de leads LinkedIn et comment tu fais ça pour voir si c'est transposable à d'autres indie makers par exemple. Complètement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà LinkedIn, par essence, c'est un canal, c'est un média B2B. C'est un média professionnel. Donc 80% des leads que tu vas générer dessus, enfin principalement ça va être du B2B. Par contre, LinkedIn, ça reste un canal super intéressant, même quand t'es en B2C, que ce soit pour créer du partenariat, créer de l'awareness aussi, pour recruter, etc. Donc quoi qu'il arrive, à mon sens, LinkedIn, c'est un canal pour n'importe quelle entreprise à être en mesure à maîtriser. Voilà, ça reste il y a presque 20 millions de personnes en France, il y en a bientôt 700 millions dans le monde, ça grossit constamment et malgré sa taille déjà gargantuesque, c'est un média, un réseau social encore tout petit parce que tu compares avec Facebook par exemple, c'est minuscule. Et donc ce que ça veut dire c'est que LinkedIn est en train ouvre toutes les vannes aujourd'hui et fait en sorte que les gens utilisent le réseau de plus en plus et soient de plus en plus actifs sur la plateforme. Et pour ça, ce qu'ils font, c'est que ils ont un algorithme. Forcément, tu as le même algorithme, enfin un algorithme type Facebook, etc., qui gère la partie contenu sur la plateforme. Et à l'inverse de Facebook, qui a un algorithme très muselé où être vu sur ses posts, avoir des vues sur ses posts est quasiment impossible sans payer, sans faire de la pub, sans sponsoriser, LinkedIn, lui, l'algorithme est très ouvert. Ce qui fait que quand on fait les choses correctement, quand on sait déjà d'une part exciter un petit peu l'algorithme et quand on sait derrière créer du contenu qui plaît à son audience et faire en sorte que ce soit vu par la bonne audience, là on peut avoir une visibilité sur ses posts et ce qu'on appelle une portée organique vraiment énorme. Et là je parle de vraiment dizaines voire centaines de milliers de vues par post gratuitement, donc sans sponsor quoi. Et du coup nous ce qu'on fait c'est que on applique en gros une méthode qu'on a élaborée qui est pas une méthode qui est suivie, qui est appliquée par beaucoup de gens, sauf que nous on se spécialise là-dessus, on innove sur cette méthode là aussi et qui fait que chaque semaine on va créer du contenu qu'on va essayer de faire le plus qualitatif possible. L'objectif c'est vraiment d'apporter du concret et d'apporter de la valeur à notre audience et qui va nous permettre chaque semaine de faire à peu près une centaine voire 100 voire 150 000 vues sur nos posts et d'être vus par les bonnes personnes. Et typiquement on pourra peut-être rentrer dans le détail de ce qu'on fait dans les posts individuellement, mais on les trame de sorte à générer un maximum d'interactions avec l'audience, faire en sorte que les gens commentent, like, etc. Et surtout, on va le tramer de sorte à leur proposer dans le post de récupérer un contenu, donc par ce qu'on appelle un lead magnet, c'est-à-dire leur proposer de récupérer un PDF, récupérer un e-book, d'accéder à un cours, etc. Et ça permet deux choses. Ça permet déjà de les faire rentrer dans un funnel. Donc donc c'est du funnel marketing classique à l'échelle de LinkedIn. Et ça permet une deuxième chose, c'est que ça permet de monétiser, on va dire, l'obtention du document. Ce qu'on va faire souvent, c'est qu'on va demander aux participants, au lead d'interagir avec le post, souvent de commenter en l'échange justement de son obtention du document. Et ça va continuer d'énerver l'algorithme qui va continuer de mettre le post en avant parce que ça va être un indicateur de qualité. Et c'est comme ça qu'on réussit à créer une traction exponentielle autour de son post. Voilà. Et donc du coup c'est vraiment quelque chose qu'on utilise énormément aujourd'hui. Et vu qu'on fait ça depuis plusieurs mois, on a vraiment une visibilité exponentielle, tu vois. Donc moi c'est vraiment quelque chose que je recommanderais à n'importe qui, c'est d'être en mesure de maîtriser LinkedIn parce que je pense qu'il y a encore 2-3 belles années devant nous pour faire des choses vraiment intéressantes sur ce canal.
Ok. Alors justement, tout à l'heure, tu parlais que tu faisais ça chaque semaine et que ça te rapportait environ 150 000 vues sur tes posts. Ouais. J'aimerais que tu définisses un peu plus le canal. Donc, combien ça te prend de temps par semaine, tu dirais, pour faire chaque post que tu fais dans la semaine, et est-ce que tu as une idée de combien ça t'a rapporté de vrais leads, ou en moyenne par post de leads, où t'arrives à un vrai achat de quelque chose chez toi? Ouais, alors donc il y avait deux parties. Alors la première partie, combien de temps par semaine ça me prend? Là du coup je vais te répondre. Moi, je vais te donner moi la durée le temps que ça me prend, mais forcément ça fait plusieurs mois que je fais ça. Je suis journaliste de formation, donc le contenu, enfin je sais le produire, tu vois. Donc voilà, donc ça me prend forcément moins de temps que si je débutais. Je vais te dire que un post en moyenne, vu que tout est rodé, ça va me prendre grand maximum 2 heures, mais vraiment grand maximum. Donc là je parle vraiment de la rédaction du post, du choix de la ligne du post, donc du thème et du visuel que je travaille beaucoup, que je travaille énormément. Je veux beaucoup utiliser par exemple les carousels. Donc en gros tu partages un PDF sur LinkedIn, ça va créer un slider automatiquement. Ça c'est génial pour justement faire du contenu un petit peu plus poussé, un petit peu plus analytique, et qui te permet de vraiment aussi funneliser encore un peu plus ton contenu, tu vois. Donc ça je vais le faire avec Canva classiquement, tu vois, je me prends pas la tête. Ça marche très bien avec Google Slide aussi, tu vois. Donc voilà, donc grosso modo 2 heures. D'ailleurs justement, enfin moi j'aimerais augmenter ce rendement et poster plus qu'une ou 2 fois par semaine, mais là aujourd'hui du coup je vais dire que ça me prend entre 1h30 et 3 heures par semaine, quoi, tu vois, pour faire 1 ou 2 posts. Et ensuite pour le ROI de ces postes là, alors déjà il y a plusieurs métriques en fait à mesurer. La première métrique qui est fondamentale, c'est la visibilité, tu vois. C'est l'awareness que ça donne, parce que typiquement tu peux le mesurer directement, et t'as des outils analytiques qui te permettent de vraiment rentrer dans le détail de cette visibilité et de tes performances, tu vois, sur ces postes là. Et du coup typiquement moi la première chose que je vais quantifier, c'est combien de fois je suis vu, donc par combien de personnes je suis vu, et et la qualité de cette audience là. Et ça je peux le mesurer parce que LinkedIn te dit par quelle boîte t'as été vu. Tu vois, par quelle boîte a été le plus vu. Souvent, ça va être des grands comptes. C'est ça qui est très intéressant aussi. Donc ça, c'est un truc que je vais mesurer. Attends, excuse-moi. Ça, c'est un truc que je vais mesurer. Et ensuite, je vais mesurer les engagements. Tu vois. Tu m'entends? Tu parles des vues sur ton profil, ou des vues du post? Des vues du post, ouais. Des vues du post principalement. Va y avoir une capillarité, tu vois, qui fait que les gens vont aller voir ton profil, mais c'est pas tant ce que je vais mesurer, tu vois. Et ensuite il y a le nombre de leads que je vais générer sur le post, tu vois. Donc les gens vraiment qui vont se manifester et qui vont vouloir récupérer le contenu, tu vois, qui vont rentrer dans une boucle de nurturing. Et ensuite, par poste, tu vois, c'est variable, mais je sais pas, pour te donner une fourchette, ça va être entre 3 et 8 en moyenne, tu vois, par poste. Je vais avoir des gens qui vont se déclarer, tu vois, qui vont venir me voir spontanément et qui vont se positionner comme des leads, tu vois. Et avec des leads, ça en général, c'est des leads d'une très très grande qualité, parce que c'est des gens qui consomment mon contenu depuis un moment, qui m'ont vu passer pas mal de fois, qui par biais d'exposition, on crée un lien avec moi, ont vu que on apportait de la qualité, qu'on savait de quoi on parlait, et donc sont très chauds pour travailler avec nous. Et donc pour te faire une fourchette, enfin voilà, par poste, au niveau du chiffre d'affaires, il y a un réel chiffre d'affaires derrière, il y a de réelles retombées, tu vois. Et c'est pas de la visibilité gratuite sans conséquence derrière. Tu vois, il y a de réelles transformations, et ça permet aussi de créer le contact avec des gens avec qui on n'aurait pas eu nécessairement vocation à discuter. Tu vois, là je parle surtout des grands comptes par exemple. Si tu veux attirer du grand compte, franchement c'est vraiment vraiment un canal à exploiter. Voilà. Ok. Eh ben c'est intéressant justement, parce que je bosse dans une boîte où on bosse avec des grands comptes. Je leur enverrai l'épisode, je pense. Du coup, donc ça, c'était sur ta stratégie d'acquisition de tes clients.
Moi maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est quand tu as des clients chez toi, comment tu maximises ton temps que tu passes sur le taf que tu vas faire pour eux. Comment tu arrives à un peu scale ton énergie que tu passes pour un client. Alors, c'est une vaste question parce que je suis en plein chantier en ce moment là-dessus. Là aujourd'hui, je sais, c'est pour ça que je te... Bah aujourd'hui, clairement, on est en phase de développement, tu vois. On commence à avoir une très belle traction. Donc, clairement, on était plus assez nombreux. Tu peux remettre le cadre un peu sur depuis quand vous existez et combien vous êtes? Ouais, bien sûr. Alors du coup, nous, on existe depuis octobre 2018. On était deux cofondateurs à l'origine. Et là aujourd'hui, donc pendant un bon moment, je me chargeais de pas mal de choses, donc de l'acquisition, de la partie sales, etc. Et là aujourd'hui, on commence à être vraiment trop à l'étroit, et donc on commence à vraiment faire rentrer du monde. Donc là, on a quelqu'un aux opérations qui nous a rejoint en décembre, qui gère toute la partie campagne, toute la partie implémentation et support client, tu vois, sur la partie agence. Et on a un directeur commercial là qui nous rejoint en février, qui va s'occuper justement de chapeauter toute la partie vraiment commerciale et de faire passer le truc à l'étape supérieure, tu vois. Donc là, on est vraiment en train de chapeauter tout ça. Niveau organisation, je suis pas le mec le mieux organisé au monde, tu vois. Enfin, c'est donc du coup, j'ai pas de leçon de produit, enfin, j'ai pas de leçon d'organisation à donner. Par contre, j'y travaille, tu vois. Et typiquement, bah voilà, j'essaie de cloisonner de mieux en mieux mon temps. Par exemple, les calls commerciaux, je les fais sur des plages horaires précises, alors qu'avant c'était vraiment n'importe quoi, tu vois. C'était super décousu. Et donc là, j'essaie vraiment de timeboxer de plus en plus mon temps. Et je délègue. J'essaie de faire en sorte de déléguer au maximum, tu vois. Donc ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, ouais, aussi, c'est que, bah, forcément, tu vois, c'est notre métier. On vient du growth, tu vois, du growth marketing. Donc, forcément, on va utiliser énormément d'outils qui vont nous permettre d'automatiser pas mal de choses, que ce soit, tu vois, Zapier ou Captain Data ou Phantom Buster, qui vont nous permettre d'automatiser certaines tâches et de gagner du temps, tu vois. Voilà, donc ça c'est ce qu'on fait. Il y a aussi un atout, un truc qu'on a mis en place il y a quelques mois qui fonctionne super bien. Et ça c'est un truc que je recommande à vraiment n'importe qui, que ce soit une agence ou un freelance ou quoi. C'est qu'on a mis en place un Trello. Donc tu vois, un board de collaboration avec les clients. Kanban, ouais. Voilà, exactement, tu vois. Et on l'utilise pas comme un Kanban, tu vois. Nous, on a fait notre propre dashboard, mais c'est notre interface avec les clients, tu vois. Et ça, c'est vraiment incroyable parce que déjà le client sait, ça le rassure parce qu'il voit exactement tout ce qui est en train d'être réalisé. Il sait qu'il peut nous contacter, et nous, ça centralise toutes les conversations avec nos clients en un seul et même endroit. Et donc c'est beaucoup plus gérable parce qu'on a du coup beaucoup moins de clients qui nous appellent, parce que les clients du coup sont rassurés, parce qu'ils ont du concret devant eux, tu vois. Et du coup, franchement, c'est vraiment un truc tout simple à mettre en place, mais que je recommande à fond à n'importe qui fait du service et qui veut un petit peu et qui veut améliorer son expérience client, quoi. En plus de son expérience de travail à lui, tu vois. Voilà. Donc voilà un peu comment on processus le truc. Après, c'est encore le tout début, tu vois. Enfin, on a testé énormément de business models différents, énormément de modèles différents. Tu m'entends? Ouais, il y a eu un petit bug. Je disais ouais, on a testé énormément de modèles différents, énormément de process différents, tu vois. Donc là, depuis septembre, on est là-dessus, ça nous plaît vraiment bien, donc on va continuer d'échafauder, quoi, tu vois. Voilà. Ok. Du coup, on va revenir sur mes questions, un petit peu de ma trame, parce qu'il y a des choses qui m'intéressent. J'aimerais savoir comment t'as créé ce projet, comment t'as créé Growsters. Alors, Growster, pour faire un peu la genèse de tout ça. Hey, je t'entends plus là. Là, je m'entends. Tu bouges, mais là, tu m'entends. Non. Ah, le micro s'était coupé. Le micro s'était coupé. D'accord. Là, c'est bon, tu m'entends? Ouais, c'est bon. Ok. Du coup, Growster, en fait, donc, moi, je te repose la question. Ou... Je l'ai entendu, c'est bon. Je l'ai entendu. Et coucou le monteur.
Et du coup, ouais, Growster, bah en fait, moi, quand je suis sorti de mes, j'ai fait mes études en Angleterre. Directement après ça, je suis rentré en France. J'ai travaillé pendant 1 an et demi dans une petite ESN en région parisienne, tu vois. Donc c'était vraiment, c'était super intéressant, mais c'était pas le truc le plus challenging non plus. Mais je me suis initié à pas mal de choses, dont le business development, le sales, etc. J'étais très mauvais à l'époque et je faisais surtout beaucoup de contenu, de la communication, tu vois. J'étais un peu touche à tout. Et après j'ai fait un MBA entrepreneur. Et direct après ça, je me suis lancé comme indépendant en business development, donc comme consultant, tu vois. Et du coup, bah de fil en aiguille, bah j'ai rencontré mon cofondateur avec qui j'ai travaillé sur des projets justement dans le cadre de cette activité-là, et on a monté ça naturellement. En gros, tu vois, on s'est dit qu'on avait envie de se spécialiser du coup dans l'acquisition, parce que c'était là-dessus vraiment qu'on performait, et donc naturellement on a lancé ça. Voilà. D'accord. Donc c'est toujours intéressant de voir que tous les indépendants ou ceux qui travaillent seuls en général commencent par faire eux-mêmes en freelance, et puis finalement ils s'associent, ils essaient de créer un peu une structure, et c'est là où on va vers ma question suivante. C'est quoi tes objectifs maintenant avec ton projet avec Growsters, où tu veux aller maintenant que tu as un peu structuré ça, qu'est-ce que tu veux faire dans le futur? Alors cette année, on a un objectif qui est de faire x10 par rapport à l'année dernière. Donc l'année dernière, c'était un peu l'année zéro, tu vois, parce qu'on a testé pas mal de trucs. Typiquement le bootcamp, on l'a lancé en avril. Donc la première session effective, ça a été en avril l'année dernière, tu vois. Tu peux donner des chiffres précis de ce que tu faisais l'an dernier? Ouais, l'année dernière, on a formé 120 boîtes. Et on a bossé sur l'agence avec une trentaine de clients. Et donc l'objectif cette année, en tout cas sur le bootcamp, c'est de faire x10, tu vois. Donc pour ça, on a une ambition de scale géographique. Donc on va ouvrir plusieurs villes. On a Toulouse qui est déjà ouvert. On va ouvrir Lille et Lyon. Voilà. Et on a une ambition de scale thématique aussi. On veut ouvrir d'autres programmes sur d'autres canaux, tu vois. Donc prochainement Facebook Ads. Là, on a sorti un exclusivement sur LinkedIn, tu vois. Et voilà. Donc pour te dire un petit peu. Et donc il y a tout un enjeu aussi de process pour scaler, pour faire rentrer de nouveaux formateurs, etc. Donc ça, c'est pour le bootcamp. Et pour l'agence, nous, on a un enjeu où on veut aller se positionner petit à petit plus sur du conseil, adressé à des structures un peu plus grosses que celles avec lesquelles on travaille aujourd'hui, tu vois. Donc on commence à travailler avec des beaux noms, tu vois. Donc des leaders sur leur marché, etc. Tu vois. Donc c'est vraiment cool, et c'est vraiment là-dessus vers cette typologie de boîte qu'on a envie de s'orienter. Et la partie agence, on a envie d'en faire une business unit à terme un petit peu plus petite, un petit peu plus à taille humaine. Mais là, l'ambition en fait, ça serait uniquement de travailler avec des petits projets. Et ce qui nous permet, des petits projets, mais ce qui nous permettrait de continuer d'expérimenter des choses et de rester à la pointe, en fait, tout simplement. Ça serait plus un laboratoire, en gros, tu vois, qui nous permettrait de tester des choses et de continuer à être innovant, plus qu'un vecteur de croissance en tant que tel sur un plan vraiment purement chiffre d'affaires, tu vois. Voilà. Donc voilà comment j'envisage le truc à terme. Après là, c'est le tout début, tu vois. Et il y a une ambition aussi, c'est qu'on a envie de faire du full remote au maximum. Voilà. Donc ça, je pense que ça recoupe aussi pas mal la philosophie de ton podcast, tu vois. C'est que moi, tu vois, je l'ai déjà fait et ça me correspond pas, tu vois. Je supporte pas de me déplacer au bureau tous les jours, donc je me vois pas le faire même pour ma propre boîte, tu vois. Donc du coup, j'ai vraiment cette vocation, même si on a ambition de faire un gros truc, tu vois, que chacun travaille de chez lui en autonomie et de se réunir pour du fun, tu vois, tous les 2 mois, tu vois. Enfin, c'est un petit peu comme ça que j'envisage les choses à terme. Oui, voilà. C'est un peu le modèle que toutes les boîtes qui font du remote essaient d'avoir. C'est de bosser 1 ou 2 mois, voire 3 mois, et de se réunir, passer un bon moment ensemble, genre 2-3 jours, 1 semaine, ça dépend combien de temps t'as pris entre chaque
meeting, mais c'est souvent le critère qui revient, et c'est ce que moi j'essaye de faire dans ma boîte actuellement avec mes associés aussi. Bah, complètement. Bah parce que du coup toi le budget que tu dépenses pas en locaux, du coup tu peux le réinvestir pour passer une super semaine avec ta team quoi. Et que ce soit c'est d'autant plus intéressant pour la cohésion d'équipe et tout. C'est ça. Trop bien. D'ailleurs, moi je les vois ce soir, ils arrivent, on va à Barcelone ensemble pour 5 jours. Ah génial. Bah tu vois, mais c'est typiquement ça que j'ai envie de faire quoi. Bah ouais. Je pense que ça se fait, c'est une question d'organisation et quand tu crées ton propre système, puisque tu crées ta propre boîte, tu peux un peu rejouer les règles et les mettre dans un sens qui font que t'as pas l'impression d'être aliéné par ton travail, mais que ça te permet de vivre des trucs cool, ton taf, tu vois. Et je pense que c'est un peu ce que tu fais et que t'ambitionnes, et c'est ce que ambitionnent en général les indie makers et ceux que je rencontre. C'est un peu cette idée-là, quoi. C'est l'heure de la pause. J'en profite pour te rappeler de noter le podcast, et si tu souhaites m'aider à l'améliorer, mets un commentaire car je les prends tous en compte. Dernière chose, si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast, va sur indiemaker.fr, tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir, et ne t'inquiète pas, si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même. On reprend, c'est parti. Bah c'est exactement ça. Bah moi ce que je me dis c'est que j'ai absolument rien contre, enfin, je trouve ça très bien les gens qui veulent avoir des locaux, etc. Enfin, je pense que c'est même une très très bonne façon de créer une vraie culture d'entreprise et tout. Mais moi, ce que je me dis, c'est quand tu montes une boîte, la première chose à faire, c'est de faire en sorte que cette boîte elle te ressemble, tu vois, et qu'elle soit en accord avec tes valeurs, avec ton envie, enfin, avec tes envies. Et du coup, je me suis dit bon bah de toute façon, moi ça ne me plaît pas. Donc ça serait une hérésie de me forcer à envisager de créer ma boîte autour d'un modèle qui ne me ressemble pas, tu vois. Donc je me dis en fait quoi qu'il arrive, c'est même pas un parti pris en soi, c'est juste bah c'est comme ça quoi. C'est comme ça que je fonctionne. Donc ça reste le plus cohérent à faire, tu vois. Quitte à ce que ce soit un modèle qui dénote un petit peu, même si le remote est de plus en plus en vogue, tu vois, c'est même pas pour ça, c'est juste que bah moi je me sens bien à travailler d'où j'ai envie de travailler, et donc j'ai tout intérêt à bosser avec des gens qui envisagent les choses de la même manière quoi. Ok, alors justement tout à l'heure tu parlais de belles boîtes avec qui tu bossais. Alors je suppose que si t'as pas dit des noms, c'est parce que c'est difficile d'en parler, mais est-ce que tu peux parler de leur localisation par rapport à toi où tu bosses? Pour savoir si justement tu arrives à avoir des clients par exemple à Paris alors que toi t'es à Toulouse, tu vois. Alors la majeure partie de mes clients sont à Paris, hein. Enfin, j'ai des clients de Belgique, de Suisse, j'ai des clients d'Angleterre, genre j'ai bossé avec l'université d'Oxford par exemple. Tu vois, et donc tu vois, j'ai des trucs comme ça, mais nous vu qu'on est full remote, nos collaborations aussi sont full remote, et typiquement on rencontre personne ou presque, tu vois, ce qui fait qu'on peut bosser avec n'importe qui, mais on a un process commercial qui fait que tout est en visio, au téléphone ou à l'écrit sur Trello, tu vois, et typiquement on travaille avec des boîtes de plusieurs milliers de personnes qu'on rencontre pas, tu vois. Après ça sera peut-être amené à évoluer, tu vois, parce que justement le directeur commercial a carte blanche là-dessus, donc ça dépendra lui de la stratégie qu'il va fixer, mais en tout cas aujourd'hui de par notre modèle, le full remote fonctionne très bien, donc on bosse avec des boîtes de n'importe quelle localisation en fait, tu vois. Ok, c'est intéressant parce que souvent ouais, ce que tu disais, c'est souvent quand on parle de boîtes qui vont faire du B2B avec des gros groupes, pour eux, ça semble impossible de bosser à distance. Ces gros groupes ont pas trop cette philosophie, mais apparemment, c'est possible. Bah alors après on travaille pas encore avec du CAC 40, hein. Donc c'est pour ça on travaille avec des boîtes là pour l'instant de 2000 à 3000 personnes. On a une boîte là de plus de 100 000 personnes dans le monde. Donc là on est vraiment sur de la multinationale, tu vois, avec qui pour le coup tout se fait en remote. Mais je saurais pas te dire si c'est une constante, tu vois, je saurais vraiment pas te dire. Mais en tout cas là pour l'instant aujourd'hui, pour te dire, enfin mon retour d'expérience là-dessus, c'est complètement possible de bosser avec une ETI en full remote, tu vois, vraiment, y a pas de souci.
C'est juste une histoire de discours, de cloisonnement. Si tu arrives à dérouler un process commercial clair et rassurant pour ton prospect, tu vois, peu importe si c'est du présentiel ou de la visio ou quoi, ou que du téléphone, bah ça se fera derrière, tu vois. Faut juste que le discours suive, c'est tout. Alors, c'est intéressant ce point, justement. Il y a beaucoup de gens qui, je trouve, quand ils parlent de vendre un truc, et que ça soit ton projet ou ton produit, on parle de discours qui fait vendre, qui donne envie. Et là, toi, tu parles du fait d'être rassurant. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose c'est plus important d'être rassurant que d'avoir des bons arguments de vente? En fait, moi, sur quel paradigme je m'inscris, en fait, comment je conçois la vente, je la conçois beaucoup plus comme une, tu vois, un rapport médecin-patient, qu'un rapport, qu'un rapport classique, tu vois, commercial, tu vois, vendeur-acheteur. Pour moi, un prospect, s'il vient de parler, quelle que soit la raison, tu vois, que ce soit de l'inbound, que ce soit lui qui te contacte, ou que ce soit de la outbound, il répond à un de tes messages, tu vois. Quoi qu'il arrive, le prospect, à un moment donné, il y a quelque chose de son côté, un problème, un besoin, une préoccupation qui a généré cette interaction, tu vois. Et donc toi, ton rôle en tant que vendeur, c'est de diagnostiquer, tu vois, ce problème-là et de lui apporter une solution. Et en fait, du coup, tu vois, moi, ce que je recommande, et c'est vraiment ce que je fais, c'est de se mettre au maximum dans les baskets, tu vois, d'un médecin, dans la blouse d'un médecin, et d'essayer de comprendre justement quel est ce problème-là et de lui apporter une solution derrière. Et forcément, bah, ça va de pair avec tenir un discours cohérent, tenir un discours rassurant aussi, tu vois, parce que si ton patient stresse au-delà de ses problèmes, bah ça va faire qu'empirer ses problèmes, et lui proposer une solution et un parcours bien structuré dans lequel rien n'est laissé au hasard, tu vois. Voilà, donc c'est exactement ce que fait un médecin. Et moi c'est vraiment ce que j'applique. Je cherche pas à vendre de la glace aux Esquimaux, tu vois. Moi c'est vraiment pas mon truc. Justement, j'essaie de diagnostiquer le problème, j'essaie de voir là où je peux aider. Si jamais je peux aider, bah là dans ces cas-là, je propose une solution et j'impose, et derrière je pose mes conditions, tu vois. Par contre, si je diagnostique un truc et et c'est absolument pas un problème que je peux venir soulager, et ben là j'ai aucun problème à dire au patient, tu vois, au prospect, bah écoute. Ouais. Là, ton problème, pour le coup, j'ai pas la solution, moi. Par contre, je te réoriente vers quelqu'un d'autre, vers une autre solution, et tu vois, j'essaie de trouver une solution avec toi, je t'oriente, mais c'est pas chez moi que tu vas trouver le remède, tu vois. Et donc, moi, j'ai aucun problème à ça. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai ma spécialité. Tu vois, chez Rooster, on est spécialisé sur un truc très précis. Donc, on n'est vraiment pas généraliste pour le coup. Tu vois, on est vraiment spécialisé sur un truc précis. Et donc j'ai pas vocation à travailler avec tout le monde. Et deuxièmement, parce que ça m'est déjà arrivé, justement, je pense que c'est le lot de toutes les agences et tous les indépendants qui débutent, d'un petit peu distordre, tu vois, ce que tu as prévu de faire, ton business model, ton champ de compétences et ton champ d'action. Et c'est toujours catastrophique au final, tu vois. Et pour toi et pour le client. Et donc nous aujourd'hui on reste sur notre ligne directrice et ça fonctionne très très bien. Donc voilà, ouais, pour répondre à ta question, je suis vraiment dans cette optique là. Et tu me verras jamais vendre de la glace aux Esquimaux, encore une fois. J'aime bien cette expression, je vais la garder. Et comment t'en es arrivé à prendre cette dynamique là? C'est parce que t'as fait l'erreur auparavant? C'est parce que t'as lu quelque chose dessus? Est-ce que tu peux nous... Alors j'ai beaucoup lu sur la vente, tu vois, forcément, déjà parce que je savais argumenter, mais j'étais très mauvais justement en fait, j'avais l'impression que la vente c'était convaincre, tu vois. Alors qu'en fait la vente c'est prescrire, vraiment. Mais ça je le répète, tu vois, parce que c'est vraiment un truc que j'ai compris. Et tu convaincs pas en vente,
Tu vois, tu convaincs pas, tu apportes juste une solution et tu poses tes conditions. Tu vois, c'est tout. Et donc ça, c'est un truc que forcément que j'ai lu et derrière que j'ai beaucoup expérimenté. Donc, enfin, franchement, je saurais même pas te dire combien d'heures je passe par semaine depuis 1 an et demi à vendre, tu vois, mais ça doit se compter peut-être, ça doit être de l'ordre de 20 heures en moyenne par semaine, tu vois, et au téléphone, tu vois, avec des clients, des prospects différents, et donc forcément ça m'a permis de me casser les dents un nombre incalculable de fois, d'en tirer des enseignements, et aujourd'hui je me rends compte d'un truc, c'est que c'est très facile de vendre quelque chose, tu vois. Mais par contre c'est beaucoup plus difficile de vendre la bonne chose, tu vois. Et donc ouais, enfin j'ai beaucoup de gens, tu vois, enfin j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir, qui sont un petit peu perdus, tu vois, des prospects qui ont un problème au niveau de leur acquisition, etc. Et qui viennent me parler par exemple de Facebook Ads, tu vois, et qui me disent ah tu ferais pas ça toi? Bah non, je fais pas ça, tu vois. Mais par contre, si j'étais un petit peu needy ou un petit peu malhonnête ou pas très sûr de moi, je pourrais très facilement leur dire oui à ces personnes, et au final ça serait catastrophique pour tout le monde parce que Facebook Ads c'est pas mon métier, tu vois. Donc oui, je pense clairement que quand tu maîtrises justement la vente, tu peux très facilement vendre beaucoup de choses à beaucoup de monde. Par contre, vendre la bonne chose à la bonne personne, bah, ça demande déjà de se connaître soi, de connaître son produit, son marché, de savoir où tu veux aller, et ça nécessite aussi, je pense, un petit peu d'éthique, tu vois, parce que c'est pas facile de dire non à quelqu'un qui est en mode shut up and take my money, tu vois. Donc ouais. Bah, c'est vrai, tu vois, c'est vrai. Mais ouais, franchement, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je sortais de ma ligne directrice, ça donnait un truc foireux. Donc je le fais plus. T'as un exemple concret d'un moment que tu te rappelles où t'aurais vraiment pas dû le faire? Ouais, bah en gros, on a eu un client qui voulait qu'on lui automatise un workflow sur Instagram avec un autoresponder, tu vois. Et qui est un truc que dans l'absolu n'est pas faisable, tu vois. Enfin, tu vois, en gros on a creusé après et on s'est rendu compte qu'il voulait un chatbot en fait, tu vois, dans Instagram. Et donc on lui a dit, enfin c'est compliqué. Enfin déjà Instagram aujourd'hui, tu fais 2 likes en automatique et t'es ban, ça va être compliqué de mettre en place un chatbot, tu vois. Donc voilà, et dans l'absolu en fait on a réussi à faire ce qu'il voulait, mais ensuite voilà, l'ambiguïté qui était l'ambiguïté tu vois, des specs, qui était le corollaire du fait que c'était pas notre produit à la base, c'était pas notre champ d'action, bah forcément a fait qu'il y a eu des ambiguïtés sur lesquelles chacun est venu un peu se casser les dents. Et au final, les specs de départ étaient pas du tout les specs d'arrivée, et au final, ça a donné un truc ni satisfaisant pour lui ni pour nous. Parce que typiquement, tu vois, c'est un truc dans l'absolu qu'on sait faire, mais qui est pas notre produit en tant que tel, et donc on n'a pas su gérer de notre côté, et ça n'a pas été fou au final au niveau des résultats, tu vois. Et là tu vois, typiquement c'est un exemple de collaboration, tu vois. Pour le coup, typiquement c'est ma faute, tu vois. J'aurais dû lui dire bah non, tu vois, enfin non, pour le coup c'est pas ce qu'on fait. Et dans l'absolu, ce que tu me décris, si j'ai bien compris, c'est vraiment tendu, et j'envisagerais de faire les choses autrement. Et on lui avait proposé du coup de contourner le truc pour trouver une autre façon de faire qui lui avait pas convenu. Et là, bah pour te dire, hein, à ce moment-là, on lui a remboursé la moitié. On lui a dit écoute, là pour le coup c'est en partie de notre faute, on n'aurait pas dû te dire oui, donc on assume, et on passe à autre chose, tu vois. Voilà. Parce qu'on voulait pas, enfin tu vois, on voulait pas de son argent, c'était une erreur, et voilà. Donc ouais, voilà, sûr, c'est un exemple. Ouais, dis-moi. Ça se comprend mieux. Voilà. C'est un exemple. Il y en a pas eu des centaines non plus, tu vois. Enfin, mais en gros, à chaque fois qu'on est sorti un petit peu la ligne directrice, ça a donné des choses pas agréables, quoi. Voilà. Ok, mais du coup, ça me donne envie de rebondir sur comment tu fais pour innover
si tu sors pas de ta ligne directrice, c'est quoi la médiane en fait entre innover et faire de nouvelles choses et rester sur ce qu'on sait faire? Alors c'est une super question. J'ai envie de te dire que la différence entre l'innovation et la dérogation, c'est qui en est l'impulsion, tu vois, qui en est à l'origine. Pour moi, une innovation, elle doit venir de toi, tu vois. Donc par exemple, tu vois, quand on innove sur le business model, quand on change un petit peu notre offre, quand on change un petit peu notre champ d'action, mais que c'est nous qui le décidons, là, ça se passe très bien, tu vois, parce qu'on est en pleine maîtrise. On a planifié les choses avant, on a envisagé le truc, on a allé demander du feedback, etc., tu vois. Et donc ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose de fondamental que je recommande. Ça, tu vois, c'est vraiment cette propension à tester de nouveaux business models, à tester de nouvelles choses. Par contre, là, quand je parle de dérogation, c'est quand c'est le client qui, lui, vient te demander expressément de sortir de ton cadre, tu vois. Par rapport à son besoin à lui. Quand il vient te demander de faire quelque chose que tu sais pas faire ou que tu sais faire mais que t'as pas vocation à monétiser, par exemple. Quand il vient de te demander de travailler d'une autre façon que celle que tu fais d'habitude. Tu vois, par exemple, nous, on a des clients qui viennent nous demander de faire de la génération de payer au lead. Non, c'est pas ce qu'on fait. On l'a déjà testé, ça marche pas. Donc dans ce cas, on lui explique et on n'a pas vocation à travailler au lead. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on accédait à ce genre de requête du client, tu vois, ça fonctionnait pas. Tu vois, c'est un peu comme tu vas voir ton médecin, il te prescrit un médicament et il te prescrit du Doliprane et là tu vas lui dire ouais mais non mais moi je serais quand même plus Spasfon, tu vois. Ah ouais non, enfin Ouais. t'as une migraine, tu vas pas prendre du Spasfon, tu vois. Et c'est un petit peu la même chose. Et donc là c'est notre rôle, tu vois, de dire non, là pour le coup, c'est pas du Spasfon qu'il te faut, tu vois. Et si tu peux en prendre du Spasfon, mais ça va mal se passer. Voilà. Donc, Oui, ça va pas régler donc c'est ton vraiment ça la problème. différence. Voilà, donc c'est vraiment ça la différence en fait. Est-ce que toi tu vois, c'est qui à l'origine de l'innovation, tu vois. Voilà. Ça tombe bien, ça me permet d'enchaîner sur ma prochaine question qui est comment tu détectes tes idées viables et comment tu les mets en place. Qu'est-ce que tu fais qui te permet de savoir si ça va marcher, tes innovations? Alors la première chose c'est j'ai trois étapes. La première c'est je la formalise. Tu m'entends? Oui, c'est moi j'ai failli Ouais. casser un truc chez moi. Ok, ça marche. Alors la première chose, c'est quand j'ai une idée, c'est j'attends un tout petit peu de voir ce que ça va donner, parce que tu sais souvent t'as l'idée. Pendant les premières minutes, t'as l'impression que c'est l'idée du siècle, tu sais. Et souvent quand t'attends un petit peu derrière, ça va backfire un petit peu, ça va s'estomper et tu vas te rendre compte qu'en fait l'idée est pas si folle. Donc en gros, le premier test, c'est ça, tu vois, c'est j'attends un petit peu de vous laisser le truc décanter et ça va être le premier filtre. Si l'idée me reste dans la tête et je me dis quand même machin et qu'elle revient spontanément, là je vais la formaliser à l'oral auprès de quelqu'un de mon équipe ou quelqu'un de mon entourage. Donc je vais dire j'ai pensé à ça machin. Je vais voir si déjà ça sort de façon cohérente. Si j'arrive à générer en tout cas de l'intérêt de son côté, tu vois, est-ce que tu vois quel est son retour, mais c'est pas tant le retour que je vais chercher à avoir, tu vois, c'est pas tant du feedback que je cherche à obtenir, c'est vraiment voir si moi j'arrive à l'énoncer clairement, tu vois, à l'énoncer le truc, si j'arrive à le structurer et si quand je le sors avec des mots, ça me paraît cohérent, ça me paraît sensé. Si ça l'est, et là je vais exécuter. Je vais pas me poser de questions, je vais me le noter, je vais me le planifier et je vais exécuter le truc et je vais le tester. Et je vais l'implémenter le plus vite possible pour voir tout simplement si ça marche. Parce que au final, tu peux en discuter avec autant de monde que tu veux et je pense qu'il y a une infinité de personnes qui le diront bien mieux que moi. Mais en entrepreneuriat, la seule chose qui compte, c'est ton exécution et c'est ta propension à tester rapidement les trucs, tu vois. Donc, je m'arrête pas à des idées, j'essaie de les concrétiser le plus vite possible et justement, ça va être au final la somme des idées qui fonctionnent et la somme des idées qui foirent, tu vois, qui vont faire que j'avance.
Donc j'ai vraiment pas peur d'implémenter un truc même si derrière ça marche pas. Au contraire. Ok. Donc c'est vraiment les pour trois aller un étapes. peu plus loin sur ça, comment tu fais quand tu veux tester, imaginons une mise en situation simple, t'as décidé tu trouves que l'idée de faire payer un revenu du récurrent à tes clients, ça serait top. Tu fais quoi? Tu proposes ça à tous tes clients existants, tu proposes aux nouveaux. Comment tu échelonnes ton test? Alors moi ce que je fais aujourd'hui c'est que c'est comment dire, c'est très séquentiel, tu vois, c'est très séquentiel, c'est-à-dire demain je vais décider que maintenant mon business model c'est ça, tu vois. Maintenant mon business model c'est de me faire payer avec des cotons-tiges, tu vois. Et mais les 15 les 15 prochains prospects que j'aurai au téléphone, j'adore tes exemples, vraiment. je vais leur proposer de me payer avec des cotons-tiges, tu vois ce que je veux dire. Et du coup du coup ça et voilà, et donc c'est très séquentiel et ça me permet d'avoir un retour direct, tu vois. Comme ça je vais pas embêter mes clients précédents, tu vois, les clients précédents qui me payent en diamant, ils continuent de me payer en diamant, je les embête pas. Par contre les prochains, du coup ça me permet de tester directement. Et du coup, ça me permet de voir rapidement lequel est le mieux, etc. Tu vois. Donc, alors honnêtement, ça peut créer des petits imbroglios parce que forcément, tu vas pas avoir les mêmes modèles avec chaque client, mais par contre, ça te permet petit à petit de te rapprocher d'un truc viable. Et donc, typiquement, c'est ça. Mais l'objectif, tu vois, c'est peu importe ta méthodologie de test, c'est de la tester de la façon la plus simple possible et le plus rapidement possible. Tu vois, à mon sens. C'est la seule manière de savoir si ça fonctionne ou pas et passer à autre chose si ça fonctionne pas. Tu vois. Oui, voilà. Oui, mais c'est drôle parce que souvent quand tu parles avec des gens qui galèrent à itérer, pour eux tester c'est compliqué, c'est vraiment difficile à mettre en place. On trouve pas le bon moment, la bonne personne. Enfin, il y a beaucoup trop d'excuses. Et en fait, quand tu parles avec des gens qui innovent vraiment et qui essayent vraiment des choses, le tester c'est simple. Je prends l'idée, je la teste. Ça a pas marché, tant pis. J'ai pris une baffe dans la gueule au pire et puis voilà. Exactement. Et puis ça c'est la loi de Murphy, hein, c'est que tout prend toujours plus de temps que ce que tu imagines. Donc commence le plus tôt possible parce que quoi qu'il arrive, ça va te prendre plus de temps que tu le penses. Et deuxièmement, rien n'est aussi pire que ce que tu penses, tu vois. Donc c'est jamais autant l'horreur que tu peux l'imaginer. Du coup, teste en fait. Teste parce que tu risques rien. Si tu testes à petite échelle, ça va rien te coûter, au contraire. Et en plus de ça, c'est ce qui rend le truc stimulant, tu vois. C'est ce qui te permet de continuer d'avancer et qui donne un petit peu de piment au quotidien. C'est te dire, là, j'ai une infinité de pierres à retourner et je vais essayer d'en retourner au maximum. Tu vois, c'est pour ça qu'on fait ça. Sinon, c'est rapidement l'ennui et la routine, quoi. Ok. Du coup, on va enchaîner maintenant sur une question en direct pour ton futur. Parle-nous un peu des idées là, des prochaines idées que tu aimerais bien mettre en place chez Growsters. Alors, la prochaine idée, c'est déjà formaliser un nouveau bootcamp Facebook Ads. Voilà. C'est pas notre compétence, c'est pas une compétence qu'on a en interne, mais justement le défi, ça va être de mettre en place le système tu vois. Mais j'ai vraiment envie de mettre en place un bootcamp sur le même modèle pédagogique qu'on a actuellement, mais sur Facebook Ads et à terme sur d'autres modèles, tu vois. Deuxièmement, c'est de développer la partie content, tu vois, donc vraiment de la développer beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui, donc et ça va être mon objectif là rapidement, vu que la partie commerciale va être gérée par quelqu'un d'autre. Ça va être vraiment de me concentrer sur sur la partie vraiment purement marketing et contenu. Donc pour ça, ça va être continuer de développer l'académie, ça va être de continuer d'exploiter LinkedIn et ça va être de créer un blog et un podcast. Tu vois, je te demanderai des conseils du coup, je pense. Mais voilà, donc j'ai vraiment cette ambition là d'accélérer là-dessus, tu vois, parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Je suis journaliste de formation et je me rends compte qu'il y a énormément de valeur, énormément de choses à apporter par ces canaux-là. Et
troisièmement, j'aimerais développer, faire muter l'agence plus vers un modèle conseil, tu vois. Et ça me permettrait une deuxième chose, tu vois, ça me permettrait autre chose, ça me permettrait d'aller travailler avec des ONG, tu vois, des ONG, des associations, et c'est vraiment un truc que j'ai envie d'aller développer ça aussi de mon côté. C'est tu vois, limite du pro bono, du bénévolat, tu vois, où je me dis 2 jours par mois, les gens de chez moi travaillent pour une ONG ou une association, tu vois. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie de développer à terme. Et je pense que le plus opportun pour ça, c'est plus du conseil et de l'accompagnement en profondeur, plus que de l'exécution comme on le fait aujourd'hui, tu vois. Voilà. C'est intéressant. Ça me fait penser à, donc, je sais pas si t'as écouté un des premiers épisodes avec Arthur Yeti. Ouais, j'ai écouté, ouais. Yes. Ouais. Du coup, il a créé une conversation, enfin un groupe qui s'appelle Le Chantier, qui est sur Telegram. Ouais. Coucou Le Chantier qui écoute d'ailleurs, parce qu'ils écoutent pas mal. Et dans cette conversation, en fait, on parlait justement on parle de plein d'idées, de plein de trucs qu'on fait. Et il y a un mec qui a sorti cette idée-là, c'était de proposer une plateforme genre comme Malte, mais quand t'engages des freelances dessus ou des gens qui font un taf, au lieu que l'argent leur revienne directement, c'est pour une ONG. Tu vois, de faire une plateforme pour que les indépendants puissent faire directement du taf de temps en temps qui rémunère une ONG, et en fait c'est la plateforme qui gère toute la relation avec les ONG. Je trouvais ça stylé comme idée. Donc du coup c'est donc en gros tu embauches un freelance sur la plateforme pour aller missionner sur une mission pour une ONG ou une asso, c'est ça? Non, en fait, tu le missionnes pour une mission normale pour toi. Et en fait, lui, il s'est inscrit sur cette plateforme pour être dispo, par exemple, 1 jour par semaine sur cette plateforme. Et si tu l'engages sur cette plateforme, au lieu que l'argent lui revienne, il y a une partie ou la totalité qui est versée à une ONG. Ah, ok, d'accord. Ah, c'est trop bien. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment pas mal aussi comme idée. C'est trop bien. J'espère qu'il m'en voudra pas d'en avoir parlé. À creuser. Bah non, mais viens m'en parler si tu m'entends, viens m'en parler parce que ça m'intéresse. Eh ben voilà, on a créé un lien. J'enverrai l'épisode. Tu vas pouvoir faire une case studies sur comment j'ai créé. Mais en vrai, sans faire exprès, c'était pas mon idée à la base, mais ça fait pas mal de réseaux, le podcast, et de gens qui interagissent grâce à ça. Ça m'a plutôt surpris. Non mais c'est clair, le podcast c'est une plaque tournante à ce niveau-là, c'est vraiment génial. C'est vraiment cool. Du coup, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on devait parler. On va pouvoir arriver à nos questions finales et allez, on y va. Et du coup terminer en beauté. Ça marche. Du coup, ma première des questions, c'est en perdant ma voix, c'est plus sympa. C'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances? Alors, tant de choses. C'est ne réfléchis pas trop. Parce que mon premier projet, j'ai fait que réfléchir et j'ai rien fait d'autre. Voilà. C'est-à-dire qu'il a même pas vu le jour de quoi que ce soit, hein. C'était vraiment genre, juste, j'ai réfléchi pendant 9 mois, j'étais trop content de moi. Mais il s'est rien passé. Ah, merde. Deuxième chose. Attends, ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Parce que, normalement, il y a une question sur les projets précédents. Comme j'ai vu que t'en avais pas fait d'allusion, mais ouais. tu fais allusion maintenant, là. On va être obligé d'y passer. Parce que, y a pas grand chose à dire, tu vois. Enfin, c'était une idée enfin, tu sais, c'est l'idée, la première idée dans la fougue de la jeunesse du haut de mes 20 ans, tu vois, où j'y connaissais rien et je voulais faire un truc un peu fourre-tout, qui était forcément c'était un truc B2C, tu vois, quand t'as jamais tu t'es jamais confronté au truc et que le B2B pour toi est quelque chose d'inconnu, bah tout de suite tu peux faire un truc B2C et donc je voulais faire une appli où les gens pouvaient partager en gros des programmes des programmes de formation, tu vois, de coaching, en gros, tu vois, une sorte de Udemy, mais pour justement monétiser leur expertise. Et derrière, l'application se chargeait
que le client, en gros, tu vois, suive bien le truc, tu vois. Donc il y avait c'était à cheval entre une marketplace et une application éducative avec une monnaie interne. Enfin, c'était n'importe quoi le truc. J'ai passé 9 mois à faire une machine à gaz que en gros j'aurais jamais pu développer. Non mais franchement c'est drôle, tu vois. C'est pour ça que j'en parle pas, c'est parce que c'était vraiment un exercice de pensée intéressant, tu vois. Ça m'a permis de comprendre aussi que l'approche business plan, franchement, perso je la comprends pas, tu vois. Mais ça m'a permis de comprendre que justement la notion d'exécution était fondamentale. Ensuite, mon deuxième projet, alors ça c'était vraiment plus pour m'amuser, mais c'était une marque de fringues où j'ai une idée rigolote, tu vois. Et du coup, je me suis dit ah bah tiens là, je vais pas faire la même chose que la dernière fois. Je vais exécuter rapidement. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un Wix à l'époque. J'ai fait des modèles avec Photoshop où tu vois j'ai récupéré des modèles sur Google Images et j'ai mis les motifs que j'avais imaginés dessus. J'ai mis ça à l'arrache sur un Wix. J'ai attendu 2 semaines et j'ai vu ce que ça avait donné. J'avais eu plusieurs paniers dessus. Et du coup je me suis dit je vais le faire et tout. Et puis finalement ça m'a vite saoulé, tu vois. J'avais pas vocation à faire de la fringue, mais par contre ça a été grave formateur, tu vois. C'était grave amusant. Du coup j'ai appris pas mal de choses et très rapidement après ça j'ai bifurqué vers du B2B et là comme je t'ai dit, du business development quoi. Et me voilà pour la genèse et mes premiers projets. Ok. Ça a duré combien de temps l'histoire de la marque de fringues? Oh, pas très longtemps, ça a duré 3-4 mois, mais c'était c'était pendant mon MBA, tu vois. Donc c'était pendant que j'écrivais mon mémoire et tout, donc c'était vraiment un side project pour m'amuser. Et par contre, j'avais été vraiment jusqu'au prototypage et j'avais vendu quand même quelques modèles et tout, tu vois. Enfin, ça avait été loin dans le délire. J'avais vraiment concrétisé un truc. Par contre, je me voyais pas développer ça, tu vois. Je me voyais vraiment pas, je voyais trop la galère que c'est de faire décoller une marque de fringues. Tu vois, je sais que je suis pas un amoureux de la fringue et de la mode, tu vois. Je me disais, c'est pas moi, tu vois. Moi, ce qui m'amusait, c'est de faire bourgeonner le truc et de le faire concrétiser et d'avoir une première ligne de fringue à moi. Mais je me voyais pas me taper tout le chemin de croix, sur ce modèle-là, sur ce business-là, tu vois. Voilà. Ouais, c'est une bonne question en général qu'on donne aux gens qui veulent monter leur projet. C'est est-ce que t'es prêt à passer 2 ans dans le désert en tirant 30 projets derrière toi parce que ça va pas marcher pendant 2 ans. Et souvent les gens ils disent ouais, pas ouf en fait. Hein. C'est exactement ça. Moi j'étais amoureux de la jeunesse du truc, tu vois. Je kiffais l'idée, je kiffais mais par contre la partie derrière développement elle me bottait pas trop. Et sur Groovester on a eu la chance de pouvoir d'être rentable dès le mois 1 et de réussir à se payer tous les deux dès le mois 1, tu vois. Donc du coup on n'a pas eu cette traversée du désert. Ça a été galère pendant les premiers mois pour retrouver notre modèle et tout, mais on a toujours réussi à se payer et à être ROI positive, tu vois. Donc ça c'est cool. Mais ouais, ça c'est sûr, ça c'est la deuxième chose, tu vois, que pour répondre à ta question, c'est prépare-toi à en chier quoi. Enfin prépare-toi à travailler beaucoup, prépare-toi à te retrouver vraiment la tête sous l'eau aussi et avoir des moments un petit peu compliqués où tu sais plus trop où donner de la tête et apprécie de travailler le week-end aussi. Apprécie, ouais. Voilà. Apprécie, kiffe bien. Mais ouais, en gros, c'est ça. Ça va être les deux choses. Ta caméra vient de dézoomer. Très, très, très chelou. Ça a fait un dézoom. Des petites surprises en fin d'épisode. Tu viens de me faire penser à un truc, par rapport à, non, en fait, j'ai oublié. Ça, c'est fort. Ah non, si, ça y est, c'est revenu, excuse-moi. Quand t'as lancé le projet, t'es arrivé à gagner des sous directement et à te payer, mais est-ce que vous étiez backé par Pôle emploi ou pas, ou est-ce que vous êtes vraiment jeté dans le vide en mode va falloir qu'on arrive à faire des sous direct? Du tout, zéro Pôle emploi. Zéro Pôle emploi. Okay. Pour te dire, on s'est retrouvé dans une situation qui a fait qu'on a dû lancer Groovester plus tôt qu'on l'avait prévu. Et moi, il me restait genre 1500 € sur mon compte.
Et en gros, j'avais voilà, c'est tout ce qui me restait avant de me retrouver vraiment en difficulté, tu vois. Et avec un loyer à payer, tout ça. Et donc du coup, je me suis dit, bon, bah, il me reste 1500 € pour trouver d'autres euros. Et du coup, j'y étais à ce moment-là comme un malade, tu vois. Et alors qu'on n'avait pas de produit, on n'avait rien, tu vois, on n'avait rien du tout. On avait le site qui était à peine fini, tu vois. Enfin, vraiment, c'était très prématuré. Et du coup, je suis allé rencontrer des clients le plus vite possible et tout, enfin des prospects. Forcément, on n'avait pas de produit, on n'était pas encore positionné. Donc les 3 premiers rendez-vous, je me suis fait éclater les dents, tu vois. Et le 4e, du coup, ça a été notre premier client et ensuite ça a commencé comme ça, tu vois. Mais non, il n'y a pas eu de Pôle emploi et on s'est autofinancé depuis le début. Ok. Eh ben, parfait. Ça m'aide pas du tout pour enchaîner sur mon avant-dernière question, mais c'est pas grave. Pourquoi? Non, mais c'est parce qu'elle a rien à voir et que j'aime bien quand ça rebondit, que ça s'enchaîne. J'aime bien surfer sur les questions, mais là, ça sera. De toute façon, on arrive sur la dernière. Du coup, la question, c'est où c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre et avoir un peu plus d'infos sur ce que tu fais? Bah, pas sur la plateforme Pôle emploi, du coup. Mais alors du coup, je suis très actif sur LinkedIn. Donc c'est Benoît Dubos. J'ai 2 comptes. Mais je suis actif sur les 2. Faut que je pense à les fusionner d'ailleurs. Mais du coup ouais, LinkedIn. Voilà, vous pouvez me contacter, vous m'envoyez un message, vous pouvez commenter mes posts aussi. Il y en a beaucoup, donc vous pouvez consommer tout ça. Je suis par email aussi, vous pouvez m'envoyer un mail à benoît@groovester.co. Et après, ça sera mis dans la description. Ouais, voilà. Et après sur notre académie, c'est groovester.co. Voilà. Et donc voilà, donc dessus vous aurez tout ce qu'il faut. On est actif aussi dans le chat. Enfin voilà, je pense que vous aurez plein de moyens de nous contacter, enfin de me contacter si vous voulez quoi. Ok, eh ben top. Et ben du coup, on arrive à ma dernière question. C'est qui le prochain invité selon toi que je dois faire venir dans ce podcast? Alors, tu me prends un peu de cours. J'ai pas du tout eu le temps de préparer cette question. Oui, parce qu'il faut savoir que je pose cette question à l'avance avant qu'on commence l'épisode pour éviter que les gens soient vraiment pris de court. On révèle un peu les secrets. Ça me permettra de lui faire un petit coucou. Moi, je verrais bien toi, non Georget de Prospectine participer. Parce que je pense qu'ils ont un produit vachement intéressant, tu vois. Ils ont une approche un petit peu indie hacker, carrément même, tu vois, à mon sens. Et puis surtout, ils ont une croissance de fou sur leurs produits. Et je pense qu'il aurait pas mal de choses très très intéressantes à partager avec toi. Et puis je suis sûr qu'il te dirait plein de choses qu'il m'a pas dit à moi. Donc je demande à entendre ça. Voilà. Yes. Ok. Bah, pas de problème. De toute façon, on essaye d'avoir un maximum de gens qui sont vraiment des indie hackers purs et qui font leur projet tout seuls avec une dynamique plutôt MRR, etc. Mais aussi des gens comme toi qui font leur propre projet, qui sont pas forcément la target, on va dire, indie maker, mais qui ont forcément des choses à partager, qui servent pas qu'aux indie hackers, mais qui servent à tout le monde, et je pense qu'ils ont sa place dans ce podcast. Donc j'y enverrai un petit message. Bah il est pas tout seul. Ils ont une petite équipe, mais ils ont vocation à rester petits, tu vois. Et par contre, leur croissance, elle est vraiment folle. Et ils appliquent vraiment des techniques indie, tu vois, en tant que telles, où ils vont miser énormément sur la viralité, sur les referrals, etc., tu vois, pour vraiment avoir une croissance organique et ne pas dépenser des milliers des cents dans de l'acquisition payante, que ce soit du SEO ou du SEA ou du paid, tu vois. Donc je pense que effectivement ça peut être le vivier de pas mal d'enseignements intéressants pour des indie hackers, tu vois. Ouais, clairement. Eh ben parfait. Merci pour ce moment. Cet épisode. J'ai vraiment bien aimé discuter avec toi. Trop bien.
Ça marche. Et puis on se dit à bientôt. Ah bah, à bientôt. Salut. Salut. Ciao. Ça y est, l'épisode est fini. J'espère que t'as kiffé autant que moi. Merci d'avoir écouté, merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir. Et à dans 2 semaines pour le prochain. Belle journée à toi.